96%. Presque la totalité de tout ce qui existe nous échappe complètement. Si tu regardes le ciel ce soir, les étoiles que tu vois, les galaxies que les télescopes les plus puissants peuvent capturer, les planètes, les nébuleuses, tout ce que l'humanité a jamais observé depuis l'aube de la conscience humaine. Tout cela ne représente que 4% de l'univers. Le reste, cette masse écrasante de réalité, demeure invisible, intouchable, presque inconcevable. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est que nous ne savons même pas ce que c'est. Imagine que tu te réveilles un matin dans une maison immense. Tu peux voir une seule pièce sur 25. Les autres portes sont verrouillées. Tu entends des bruits derrière les murs. Tu sens des vibrations sous le plancher, mais tu ne peux rien voir. Tu sais que quelque chose existe là-bas, quelque chose de massif, quelque chose qui influence tout ce que tu fais, mais tu es condamné à deviner. Voilà exactement la situation dans laquelle se trouve l'humanité face au cosmos. Nous vivons dans une prison de lumière visible, enfermés dans les 4% que nos sens et nos instruments peuvent percevoir, pendant que le reste de la réalité se déroule dans une obscurité totale. Ce voyage va te faire traverser 3 mystères fondamentaux qui défient notre compréhension de l'existence elle-même. D'abord, nous allons explorer la matière noire, cette substance fantôme qui représente environ 27% de l'univers et qui maintient les galaxies ensemble d'une main invisible. Ensuite, nous plongerons dans l'énergie sombre, cette force répulsive encore plus mystérieuse qui constitue 69% de tout ce qui existe et qui déchire l'espace-temps lui-même, accélérant l'expansion de l'univers vers un destin que nous commençons à peine à imaginer. Enfin, nous questionnerons les limites même de notre perception. Ces barrières fondamentales qui nous condamnent peut-être à ne jamais voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Tu vas découvrir quelque chose qui te quittera le sommeil. Non pas parce que c'est effrayant au sens classique du terme, mais parce que cela remet en question tout ce que tu croyais savoir sur ta place dans l'univers. Nous ne sommes pas seulement petits face à l'immensité du cosmos. Nous sommes aveugles. Nous tâtonnons dans une obscurité que nous ne soupçonnions même pas il y a encore un siècle. Et les quelques indices que nous avons découverts pointent vers une réalité si étrange qu'elle défie l'imagination humaine. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, abonne-toi à cette chaîne. Le voyage commence maintenant. Pendant des millénaires, l'humanité a cru comprendre l'univers. Les anciens Grecs pensaient que les étoiles étaient fixées sur une sphère de cristal entourant la Terre. Au Moyen-Âge, on imaginait le cosmos comme une structure finie, ordonnée, avec notre planète au centre de la création divine. Puis Copernic, Galilée et Kepler ont bouleversé cette vision en plaçant le Soleil au centre du système solaire. Newton a révélé les lois de la gravitation qui semblaient expliquer le mouvement des planètes avec une précision remarquable. Einstein a ensuite reformulé notre compréhension de l'espace et du temps, montrant qu'ils étaient tissés ensemble dans une trame flexible que la matière courbe et déforme. À chaque étape, nous pensions avoir percé le voile de la réalité. Chaque génération de scientifiques était convaincue d'approcher la vérité ultime sur la nature de l'univers. Au début du XXe siècle, certains physiciens pensaient même que la physique était presque terminée, qu'il ne restait que quelques détails à régler avant de comprendre complètement les lois fondamentales du cosmos. Cette arrogance a volé en éclats. Dans les années 1930, un astronome suisse du nom de Fritz Zwicky observait un amas de galaxies appelé l'amas de Coma. Ces amas sont des collections gigantesques de galaxies liées ensemble par la gravitation. Des structures si massives qu'elles contiennent des centaines, parfois des milliers de galaxies. Zwicky voulait mesurer la masse totale de cet amas en observant la vitesse à laquelle les galaxies individuelles se déplaçaient les unes par rapport aux autres. C'était un calcul relativement simple basé sur les lois de Newton. Plus les galaxies se déplacent vite, plus la masse gravitationnelle nécessaire pour les maintenir ensemble doit être importante. Les résultats furent stupéfiants. Les galaxies se déplaçaient beaucoup trop vite. Selon les calculs de Zwicky, elles auraient dû s'échapper de l'amas et se disperser dans l'espace. La quantité de matière visible, toutes les étoiles, le gaz, la poussière que l'on pouvait observer, ne représentaient qu'une fraction de la masse nécessaire pour expliquer ces vitesses. Zwicky proposa alors l'existence de ce qu'il appela la matière noire, une forme de matière invisible
qui fournirait la gravitation manquante. À l'époque, la communauté scientifique l'ignora largement. Zwicky avait la réputation d'être un personnage difficile, conflictuel, et son idée semblait trop étrange pour être prise au sérieux. Pendant des décennies, la matière noire resta une curiosité théorique, une excentricité dans les marges de l'astrophysique. Puis vint Vera Rubin. Dans les années 1970, cette astronome américaine étudiait la rotation des galaxies spirales. Ces galaxies, comme notre propre Voie lactée, tournent sur elles-mêmes. Les étoiles et le gaz orbitent autour du centre galactique, un peu comme les planètes orbitent autour du Soleil. Selon les lois de la gravitation, les étoiles proches du centre devraient orbiter plus rapidement que celles en périphérie, exactement comme Mercure orbite plus vite que Neptune. C'est ce qu'on appelle une courbe de rotation keplérienne. Rubin mesura les vitesses de rotation d'étoiles et de nuages de gaz à différentes distances du centre de plusieurs galaxies spirales. Ce qu'elle trouva contredisait complètement les prédictions théoriques. Au lieu de diminuer avec la distance, les vitesses de rotation restaient essentiellement constantes, même très loin du centre visible de la galaxie. Les étoiles en périphérie se déplaçaient beaucoup trop vite pour la quantité de matière visible présente. La seule explication possible était que les galaxies étaient enveloppées dans d'énormes halos de matière invisible, des cocons de substances fantômes s'étendant bien au-delà des limites visibles de chaque galaxie. Cette matière noire fournissait la gravitation supplémentaire nécessaire pour maintenir les étoiles périphériques sur leurs orbites. Cette fois, la communauté scientifique ne pouvait plus ignorer les preuves. Les observations de Rubin furent confirmées encore et encore, dans des galaxies de toute taille et de tout type. La matière noire n'était plus une hypothèse marginale. Elle devenait une nécessité cosmologique. Mais la réalité est beaucoup plus sombre que ce que Zwicky ou Rubin auraient pu imaginer. Car la matière noire n'est que la première couche du mystère. Elle représente environ 27% de l'univers, certes, mais il existe quelque chose d'encore plus énigmatique, quelque chose qui constitue la majeure partie de tout ce qui existe et qui pousse l'univers lui-même vers un destin que nous commençons à peine à comprendre. L'énergie sombre. En 1998, 2 équipes indépendantes d'astronomes étudiaient des explosions stellaires cataclysmiques appelées supernovae de type Ia. Ces explosions se produisent lorsqu'une étoile naine blanche accumule suffisamment de matière pour déclencher une détonation thermonucléaire d'une violence inouïe. Ce qui rend ces supernovas particulièrement utiles, c'est qu'elles atteignent toutes à peu près la même luminosité maximale. Elles fonctionnent comme des chandelles standards, des balises cosmiques dont on connaît l'éclat intrinsèque. En mesurant leur luminosité apparente depuis la Terre, on peut calculer leur distance. Les 2 équipes, le Supernova Cosmology Project et le IZ Supernova Search Team, voulaient utiliser ces supernovae lointaines pour mesurer le taux de décélération de l'expansion de l'univers. Depuis le Big Bang, l'univers s'expand, les galaxies s'éloignent les unes des autres. La gravitation de toute la matière présente devrait freiner cette expansion, la ralentir progressivement au fil du temps. La question était de savoir de combien. Les résultats furent si choquants que les 2 équipes vérifièrent leurs données encore et encore, convaincues d'avoir commis une erreur. Elles n'en avaient pas commis. L'expansion de l'univers ne ralentissait pas, elle accélérait. Quelque chose poussait l'univers vers l'extérieur, avec une force croissante, contrecarrant la gravitation et éloignant les galaxies les unes des autres de plus en plus vite. Cette force mystérieuse fut baptisée énergie sombre, un nom qui masque notre ignorance complète quant à sa nature réelle. Nous savons qu'elle existe, nous pouvons mesurer ses effets. Elle représente environ 69% de tout l'univers. Mais nous ne savons pas ce qu'elle est, nous ne savons pas d'où elle vient, nous ne savons pas pourquoi elle existe. Elle reste l'un des mystères les plus profonds et les plus troublants de toute la physique moderne. Ensemble, la matière noire et l'énergie sombre constituent 96% de l'univers. Toute la matière ordinaire, tous les atomes qui forment les étoiles, les planètes, les nuages de gaz, les êtres vivants, tout ce que nous avons jamais vu ou touché, ne représente que 4% du cosmos. Nous vivons sur un petit grain de poussière visible flottant dans un océan d'obscurité. Et cette obscurité
n'est pas simplement une absence de lumière. Ce n'est pas un vide passif que nous pourrions un jour éclairer. C'est une présence active, une réalité substantielle qui interagit avec tout ce que nous connaissons, tout en nous demeurant complètement inaccessible. La matière noire sculpte les galaxies. L'énergie sombre façonne le destin de l'univers. Et nous ne pouvons ni voir l'une, ni comprendre l'autre. Pendant des siècles, nous avons cru que l'univers visible était l'univers tout entier. Nous avons construit nos philosophies, nos religions, nos sciences sur cette prémisse. Nous avons regardé les étoiles et pensé contempler la réalité. Nous nous sommes trompés profondément. La version officielle de notre compréhension cosmologique, celle que l'on enseigne dans les manuels et que l'on présente dans les documentaires, suggère que nous avons une bonne idée de la composition de l'univers. Nous connaissons les pourcentages, nous avons des modèles mathématiques qui fonctionnent, nous pouvons faire des prédictions qui se vérifient. Cela donne une impression de maîtrise, de contrôle intellectuel sur le cosmos. Mais cette impression est trompeuse. Car derrière les équations élégantes et les observations précises, se cache un aveu d'ignorance sans précédent dans l'histoire des sciences. Nous ne savons pas ce qu'est la matière noire. Après près d'un siècle de recherche, après des centaines d'expériences, après des milliards de dollars investis dans des détecteurs souterrains et des accélérateurs de particules, nous n'avons jamais détecté directement une seule particule de matière noire. Nous ne savons pas ce qu'est l'énergie sombre. Nos meilleures théories physiques prédisent une valeur pour cette énergie qui diffère de la valeur observée par un facteur de 10 puissance 120, la plus grande erreur de prédiction de toute l'histoire de la physique. Nous avons donné des noms à notre ignorance. Nous avons habillé notre incompréhension de termes techniques impressionnants. Mais derrière les mots, il n'y a qu'un immense point d'interrogation. Et le mystère va encore plus profond que la simple composition de l'univers. Car il soulève une question vertigineuse sur la nature même de notre perception. Si nous ne pouvons percevoir que 4% de la réalité, que manquons-nous d'autres ? Quels autres aspects de l'existence nous échappent complètement ? Notre cerveau et nos sens ont évolué pour nous aider à survivre dans un environnement terrestre spécifique. Ils n'ont pas été conçus pour percevoir la réalité ultime. Ils ont été conçus pour nous permettre de trouver de la nourriture, d'éviter les prédateurs, de nous reproduire. La lumière visible, cette mince bande du spectre électromagnétique que nos yeux peuvent détecter, ne représente qu'une infime fraction de toutes les formes de rayonnement qui traversent l'univers. Nous ne voyons pas les ondes radio, les micro-ondes, l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. Nous avons construit des instruments pour détecter ces radiations. Mais notre expérience directe du monde reste confinée à cette fenêtre étroite de longueur d'onde. Et maintenant, nous découvrons que même en incluant toutes les formes de rayonnement électromagnétique, nous ne percevons qu'une fraction du cosmos. La matière noire n'émet aucune lumière, n'absorbe aucune lumière, ne reflète aucune lumière. Elle est invisible à tous nos télescopes, à toutes nos longueurs d'onde. L'énergie sombre ne peut être détectée que par ses effets sur l'expansion de l'espace lui-même. Nous sommes des créatures confinées dans une bulle perceptuelle extraordinairement limitée. Regardant vers l'extérieur, à travers une minuscule fenêtre trouble, et essayant de comprendre un océan infini d'obscurité. Et ce que nous avons découvert dans ce peu que nous pouvons voir nous a montré que la réalité est bien plus vaste, bien plus étrange et bien plus mystérieuse que tout ce que nos ancêtres auraient pu imaginer. La question n'est plus de savoir si nous comprenons l'univers. La question est de savoir si nous pouvons le comprendre, si notre cognition elle-même, façonnée par des millions d'années d'évolution dans un environnement terrestre, possède les outils nécessaires pour appréhender des réalités qui transcendent complètement notre expérience quotidienne. Nous manipulons des équations décrivant des dimensions supplémentaires, des fluctuations quantiques, des courbures de l'espace-temps, mais ces mots et ces symboles correspondent-ils à quelque chose que nous pouvons véritablement concevoir ? Ou sommes-nous comme des fourmis essayant de comprendre Internet ? Nos cerveaux, aussi remarquables soient-ils, ont peut-être des limites fondamentales que nous ne pouvons même pas identifier parce que nous pensons avec ces mêmes cerveaux limités. Nous sommes peut-être incapables de percevoir les barreaux de notre propre cage cognitive. Le voyage que nous allons entreprendre ensemble va explorer ces abîmes d'ignorance. Nous allons plonger dans les mystères de la matière noire et de l'énergie sombre
Non pas pour trouver des réponses définitives, car personne ne les possède, mais pour comprendre la profondeur de ce que nous ne savons pas. Nous allons contempler les limites de notre perception et questionner notre place dans un cosmos dont nous ne voyons qu'une infime fraction. Et peut-être, en acceptant l'immensité de notre ignorance, trouverons-nous une forme de sagesse plus profonde que la fausse certitude. Car il y a quelque chose de libérateur dans l'admission que l'univers est bien plus mystérieux que nous ne l'avions imaginé. Quelque chose qui nous ramène à l'émerveillement originel, à cette stupéfaction que les premiers humains ont dû ressentir en levant les yeux vers un ciel nocturne rempli d'étoiles. 96% du cosmos nous demeure caché. Et ce que nous avons découvert dans les 4% restants suggère que la réalité est bien plus étrange, bien plus belle et bien plus terrifiante que tout ce que nous avions osé imaginer. Mais la réalité est beaucoup plus sombre encore, car ces mystères que nous venons d'effleurer ne sont que la surface d'un océan sans fond. Pour comprendre véritablement ce que signifie vivre dans un univers dont nous ne percevons qu'une infime fraction, nous devons plonger plus profondément. Nous devons examiner les preuves, confronter les paradoxes et accepter que chaque réponse que nous trouvons ne fait que révéler des questions encore plus troublantes. Le voyage ne fait que commencer. La matière noire possède une caractéristique qui la rend unique parmi tous les phénomènes que la science a jamais étudiés. Elle est simultanément omniprésente et totalement insaisissable. Elle traverse ton corps en ce moment même, des milliards de particules fantômes passant à travers chaque centimètre carré de ta peau chaque seconde, sans que tu ne ressentes absolument rien. Elle ne te touche pas, elle ne t'affecte pas directement, et pourtant, sans elle, tu n'existerais pas. Les galaxies ne se seraient jamais formées. Les étoiles ne seraient jamais nées. Les planètes, la vie, la conscience, tout cela dépend de cette substance invisible que nous ne comprenons pas. Pour saisir l'ampleur de ce mystère, il faut d'abord comprendre comment nous savons qu'elle existe. Car c'est là que réside le paradoxe fondamental de la matière noire. Nous n'avons jamais détecté directement une seule particule de cette substance. Nous n'avons jamais capturé le moindre fragment de matière noire dans nos laboratoires. Et pourtant, nous sommes absolument certains de son existence. Cette certitude repose sur des preuves gravitationnelles si nombreuses, si cohérentes, si impossibles à expliquer autrement, qu'elles ne laissent pratiquement aucune place au doute. La première preuve, celle que nous avons effleurée précédemment, vient de la rotation des galaxies. Mais les détails de ce phénomène méritent une exploration plus approfondie. Prenons l'exemple de notre propre galaxie, la Voie lactée. Le Soleil se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. À cette distance, il orbite autour de ce centre à une vitesse d'environ 220 km par seconde. C'est une vitesse vertigineuse. À ce rythme, le Soleil parcourt près de 7 milliards de kilomètres par an dans son voyage autour de la galaxie. Et pourtant, une orbite complète prend environ 230 millions d'années, tant la galaxie est immense. Maintenant, si l'on calcule la masse de toutes les étoiles, de tout le gaz et de toute la poussière visible dans la Voie lactée, on obtient un chiffre. Et si l'on utilise ce chiffre pour prédire la vitesse à laquelle le Soleil devrait orbiter, on obtient une valeur bien inférieure à ce que nous observons. Le Soleil se déplace trop vite pour la quantité de matière visible présente. Il devrait être éjecté de la galaxie, projeté dans l'espace intergalactique par sa propre vitesse excessive. Le même phénomène se reproduit pour les étoiles situées encore plus loin du centre galactique. Là où l'on s'attendrait à ce que les vitesses de rotation diminuent progressivement, comme les planètes extérieures du système solaire orbitent plus lentement que les planètes intérieures. Les étoiles périphériques maintiennent des vitesses étonnamment élevées. Certaines étoiles aux confins de la Voie lactée se déplacent presque aussi vite que celles proches du centre. C'est comme si une force invisible les retenait, les empêchait de s'échapper dans le vide. Cette force invisible, c'est la gravitation d'un immense halo de matière noire qui enveloppe notre galaxie. Ce halo s'étend bien au-delà du disque visible d'étoiles, formant une sphère gigantesque de substances fantômes. Les estimations suggèrent que la Voie lactée contient environ 6 fois plus de matière noire que de matière ordinaire. Le disque lumineux que nous voyons dans le ciel nocturne, cette bande laiteuse d'étoiles qui a donné son nom à notre galaxie, n'était que la partie visible d'une structure beaucoup plus massive et presque entièrement invisible.
La deuxième preuve majeure de l'existence de la matière noire provient d'un phénomène prédit par Einstein il y a plus d'un siècle, les lentilles gravitationnelles. Selon la théorie de la relativité générale, la masse courbe l'espace-temps autour d'elle. La lumière, qui voyage toujours en ligne droite à travers l'espace-temps, suit donc des trajectoires courbées lorsqu'elle passe près d'objets massifs. C'est comme si l'espace lui-même était déformé, plié par la présence de matière. Lorsque la lumière d'une galaxie lointaine passe à proximité d'un amas de galaxies situé entre cette source et nous, elle est déviée par la masse de l'amas. Si l'alignement était favorable, cette déviation peut produire des images multiples de la même galaxie lointaine, ou des arcs lumineux déformés, ou même des anneaux complets de lumière. C'est le phénomène de lentilles gravitationnelles fortes. Les astronomes ont utilisé ces lentilles gravitationnelles pour cartographier la distribution de masse dans les amas de galaxies. Et ce qu'ils ont découvert est stupéfiant. La masse responsable de la déformation de la lumière est bien supérieure à la masse visible. Les galaxies que nous voyons dans ces amas ne représentent qu'une fraction de la masse totale qui courbe l'espace. Le reste est invisible. Le reste est de la matière noire. En 2006, une observation particulièrement spectaculaire a fourni ce que beaucoup considèrent comme la preuve la plus directe de l'existence de la matière noire. L'amas du boulet, ou Bullet Cluster en anglais, est le résultat d'une collision titanesque entre deux amas de galaxies. Ces collisions sont parmi les événements les plus énergétiques de l'univers. Deux structures contenant chacune des centaines de galaxies et des quantités massives de gaz chaud se sont percutées à des vitesses de plusieurs millions de kilomètres par heure. Lors de cette collision, le gaz chaud des deux amas a interagi violemment. Les nuages de gaz se sont heurtés, ralentis, mélangés. Nous pouvons voir ce gaz grâce aux rayons X qu'il émet, et les images montrent clairement une région centrale où le gaz des deux amas s'est accumulé et réchauffé par la friction de l'impact. Mais les galaxies individuelles, beaucoup plus petites et beaucoup plus espacées que le gaz diffus, ont traversé la collision presque sans être affectées. Comme des balles passant à travers un nuage de fumée, elles ont continué leur trajectoire de part et d'autre du point d'impact. Voici où les choses deviennent fascinantes. En utilisant les lentilles gravitationnelles pour cartographier la distribution totale de masse dans l'amas du boulet, les astronomes ont découvert que l'essentiel de la masse n'est pas situé là où se trouve le gaz chaud. La masse est concentrée autour des galaxies, de part et d'autre du point de collision. Cela signifie que la majeure partie de la matière dans ces amas a traversé la collision sans interagir avec elle-même. Exactement comme on s'y attendrait si cette matière était composée de particules qui n'interagissent pas par les forces électromagnétiques ou nucléaires. Le gaz, composé de matière ordinaire, a interagi et s'est concentré au centre. La matière noire, n'interagissant que par la gravitation, a continué sa route avec les galaxies. AST. C'est une séparation spatiale entre la matière visible et la matière invisible. Une preuve que ces deux composantes sont bien distinctes et que la matière noire ne peut pas être simplement de la matière ordinaire cachée d'une manière ou d'une autre. La troisième preuve provient de l'étude du fond diffus cosmologique, cette lueur fossile du Big Bang qui baigne tout l'univers. Environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons libres se combinent avec les noyaux atomiques et forment les premiers atomes neutres. À ce moment, l'univers est devenu transparent à la lumière pour la première fois. Les photons qui se propageaient dans ce plasma primordial ont été libérés et ont commencé leur voyage à travers l'espace. Ces photons existent encore aujourd'hui. Ils ont été étirés par l'expansion de l'univers jusqu'à devenir des micro-ondes, mais ils portent encore l'empreinte des conditions qui régnaient lorsqu'ils ont été libérés. En étudiant les minuscules variations de température dans ce rayonnement de fond, les cosmologistes peuvent reconstruire la composition de l'univers primordial avec une précision remarquable. Ces variations de température correspondent à des variations de densité dans le plasma primordial. Certaines régions étaient légèrement plus denses que la moyenne, d'autres légèrement moins denses. Ces fluctuations ont été amplifiées par la gravitation au fil du temps pour former les structures que nous voyons aujourd'hui, les galaxies, les amas, les filaments cosmiques. Mais la forme précise de ces fluctuations, leur taille caractéristique, leur amplitude relative à différentes échelles,
Tout cela dépend de la composition de l'univers. Et lorsque les cosmologistes comparent les prédictions théoriques avec les observations du fond diffus cosmologique, notamment celles réalisées par les satellites COBE, WMAP et Planck, ils trouvent un accord remarquable, mais seulement si l'univers contient environ 5 fois plus de matière noire que de matière ordinaire. Sans matière noire, les fluctuations auraient une forme différente. Les structures cosmiques ne se seraient pas formées de la même manière. L'univers que nous observons aujourd'hui serait incompatible avec un cosmos composé uniquement de matière ordinaire. La matière noire n'est pas un ingrédient optionnel. Elle est nécessaire pour expliquer l'histoire même de l'univers. La quatrième preuve vient de la formation des grandes structures cosmiques. L'univers n'est pas uniforme. Les galaxies ne sont pas distribuées au hasard dans l'espace. Elles sont organisées en structures hiérarchiques complexes. Des galaxies se regroupent en groupes, des groupes se regroupent en amas, des amas se regroupent en superamas, et tous ces systèmes sont reliés par d'immenses filaments de matière qui s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. Entre ces filaments se trouvent d'immenses régions presque vides, appelées vides cosmiques. Cette structure en toile d'araignée cosmique, ce réseau de filaments et de vides, est précisément ce que prédisent les simulations informatiques de l'évolution de l'univers, mais uniquement si ces simulations incluent la matière noire. La matière ordinaire seule n'aurait pas pu former ces structures dans le temps disponible depuis le Big Bang. Les fluctuations de densité initiale étaient trop faibles. Sans quelque chose pour amplifier la gravitation, pour fournir des puits gravitationnels dans lesquels la matière ordinaire pouvait tomber et s'accumuler, les galaxies que nous voyons aujourd'hui n'auraient jamais pu se former. La matière noire a joué le rôle d'échafaudage cosmique. Elle s'est effondrée en premier sous sa propre gravité, créant des halos de densité accrue. La matière ordinaire a ensuite suivi, tombant dans ces puits gravitationnels préexistants, se condensant pour former des étoiles et des galaxies. Sans ce cadre invisible, l'univers serait resté un océan diffus de gaz, sans étoiles, sans planètes, sans vie. Voilà donc les preuves. La rotation des galaxies, les lentilles gravitationnelles, l'amas du boulet, le fond diffus cosmologique, la formation des structures à grande échelle. 5 lignes de preuves indépendantes, utilisant des méthodes différentes, observant des phénomènes différents, à des échelles différentes, et toutes pointant vers la même conclusion. L'univers contient une quantité massive de matière invisible, qui n'interagit que par la gravitation. Mais alors, qu'est-ce que cette matière ? De quoi est-elle faite ? C'est là que notre compréhension atteint ses limites. Les physiciens ont proposé de nombreuses particules candidates pour constituer la matière noire. Les plus populaires sont les WIMPs, pour Weakly Interacting Massive Particles, des particules massives interagissant faiblement. Ces particules hypothétiques auraient une masse comparable à celle des noyaux atomiques et n'interagiraient avec la matière ordinaire que par la force nucléaire faible et la gravitation. Elles seraient suffisamment massives et suffisamment nombreuses pour expliquer les observations, tout en étant suffisamment discrètes pour échapper à la détection directe. Pendant des décennies, des équipes de physiciens ont construit des détecteurs de plus en plus sensibles pour capturer ces WIMP. Ces détecteurs sont généralement installés dans des mines profondes ou des tunnels souterrains, protégés des rayons cosmiques par des kilomètres de roches. Ils utilisent pour diverses technologies des cristaux ultra purs, du xénon liquide, de l'argon liquide, pour tenter de détecter le minuscule signal qui se produirait si une particule de matière noire entrait en collision avec un noyau atomique ordinaire. Jusqu'à présent, tous ces efforts ont échoué. Aucune détection confirmée de WIMP n'a jamais été réalisée. Les détecteurs sont devenus si sensibles qu'ils auraient dû voir quelque chose si les WIMP existaient avec les propriétés que les théories les plus simples prédisaient. L'absence de signal pousse les physiciens vers des modèles plus exotiques, des particules avec des masses différentes, des interactions encore plus faibles, des comportements plus étranges. Une autre candidate populaire est l'action, une particule hypothétique proposée initialement pour résoudre un problème technique dans la physique des interactions fortes. Les actions seraient extrêmement légers, des milliards de fois plus légers qu'un électron, mais ils seraient présents en quantité astronomique, suffisamment nombreux pour constituer la matière noire malgré leur masse infime. Des expériences cherchent actuellement à détecter ces actions,
en utilisant des champs magnétiques puissants qui pourraient convertir les actions en photons détectables. D'autres propositions incluent les neutrinos stériles, des versions plus massives et encore plus fantomatiques des neutrinos ordinaires. Les primordial black holes, des trous noirs minuscules formés dans les premiers instants de l'univers. Les particules supersymétriques, prédites par des extensions théoriques du modèle standard de la physique des particules. Chaque candidate a ses avantages et ses problèmes, et aucune n'a été confirmée expérimentalement. Il existe même des propositions pour modifier nos théories de la gravitation, plutôt que d'introduire de nouvelles particules. La théorie Hammond, pour Modified Newtonian Dynamics, suggère que la gravitation se comporte différemment à très grande échelle, devenant plus forte que ce que Newton et Einstein prédisent dans les régions où l'accélération gravitationnelle est très faible. Cette modification pourrait expliquer les courbes de rotation des galaxies sans invoquer la matière noire. Mais Mond a du mal à expliquer les autres preuves, notamment les observations de l'amas du boulet et les mesures du fond diffus cosmologique. La plupart des cosmologistes considèrent que la matière noire particulière reste l'explication la plus complète et la plus cohérente, même si nous ne savons toujours pas de quoi elle est faite. Nous nous trouvons donc dans une situation scientifique extraordinaire. Nous savons qu'environ 27% de l'univers est composé de quelque chose que nous ne pouvons pas voir et que nous n'avons jamais détecté directement. Nous connaissons ses effets gravitationnels avec précision. Nous pouvons cartographier sa distribution dans les galaxies et les amas. Nous pouvons simuler son comportement sur des ordinateurs et prédire la formation des structures cosmiques. Mais nous ignorons fondamentalement ce que c'est. C'est comme si un architecte pouvait décrire parfaitement un bâtiment, dessiner ses plans, calculer ses charges structurelles, prédire son comportement face au vent et aux tremblements de terre, mais était incapable de dire de quel matériau il est construit. Nous connaissons le rôle de la matière noire dans l'univers. Nous ignorons sa nature. Cette ignorance n'est pas simplement une lacune temporaire que la prochaine expérience comblera. Elle persiste depuis près d'un siècle maintenant, depuis les observations de Zwicky dans les années 30. Elle a résisté à tous les efforts de détection directe, à tous les accélérateurs de particules, à toutes les expériences souterraines. Plus nous cherchons, plus le mystère semble s'approfondir. Et c'est peut-être là le plus troublant. Non pas que nous n'ayons pas encore trouvé la matière noire, mais que nous commençons à suspecter que sa détection pourrait être bien plus difficile que nous ne l'avions imaginé. Peut-être que la matière noire interagit si faiblement avec la matière ordinaire que nos instruments actuels sont simplement incapables de l'apercevoir. Peut-être qu'elle existe dans un secteur caché de la physique, isolé de notre monde de particules familières par des barrières que nous ne savons pas franchir. Peut-être que nous ne la trouverons jamais. Et si c'est le cas, nous serons condamnés à vivre dans un univers dont un quart de la substance nous demeure éternellement inaccessible. Nous pourrons étudier ses effets, modéliser son comportement, cartographier sa distribution, mais nous ne saurons jamais ce qu'elle est vraiment. Une ombre permanente au cœur de notre compréhension du cosmos. La science a l'habitude de résoudre les mystères. Nous avons découvert la structure de l'atome, déchiffré le code génétique, détecté les ondes gravitationnelles. Chaque génération repousse les frontières de la connaissance un peu plus loin. Mais la matière noire nous rappelle que certaines frontières sont peut-être plus résistantes que d'autres, que l'univers n'est pas obligé de se révéler à nous, qu'il peut garder ses secrets aussi longtemps qu'il le souhaite. 27% de tout ce qui existe, invisible, intouchable, incompréhensible, et ce n'est que la première couche de l'obscurité. Les preuves de la matière noire que nous venons d'examiner proviennent d'observations à l'échelle galactique et cosmologique, des distances si immenses que les chiffres perdent tout sens intuitif. Mais il existe des cas spécifiques, des exemples concrets où la matière noire révèle sa présence de manière particulièrement frappante. Ces cas méritent notre attention car ils transforment une abstraction statistique en réalité tangible. Considérons la galaxie naine du sculpteur, une petite galaxie satellite orbitant autour de notre Voie. Lactée a environ 280 farfamilles années-lumière de distance. Cette galaxie contient seulement quelques millions d'étoiles, une quantité dérisoire comparée aux centaines de milliards d'étoiles de notre propre galaxie. Elle est si faible qu'elle fut découverte seulement en 1937, malgré sa relative proximité cosmique.
Lorsque les astronomes ont mesuré les vitesses des étoiles dans cette galaxie naine, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ces étoiles se déplacent beaucoup trop vite pour la quantité de matière visible présente. Le rapport entre la masse totale déduite des vitesses stellaires et la masse visible sous forme d'étoiles est d'environ 50 pour 1. 50 fois plus de matière noire que de matière ordinaire. Cette petite galaxie est essentiellement un nuage de matière noire avec quelques étoiles dispersées à l'intérieur, comme des grains de poussière flottant dans une pièce sombre. Des observations similaires ont été réalisées pour d'autres galaxies naines satellites de la Voie lactée. Draco, Ursa Minor, Carina, Fornax, chacune de ces minuscules galaxies révèle un excès massif de matière invisible. Ces systèmes sont parmi les objets les plus dominés par la matière noire dans tout l'univers connu. Ils constituent un des laboratoires naturels pour étudier cette substance mystérieuse, bien que nous ne puissions toujours que déduire sa présence sans jamais la voir directement. Un autre cas fascinant est celui de la galaxie Dragonfly 44, découverte en 2016 dans l'amas de Coma. Cette galaxie a approximativement la même masse totale que notre Voie, lactée, mais elle contient moins d'1% du nombre d'étoiles. Elle est presque entièrement composée de matière noire, un fantôme galactique flottant dans l'espace, massif mais presque invisible. Si tu pouvais te tenir à l'intérieur de Dragonfly 44 et regarder autour de toi, tu verrais un ciel presque vide, quelques étoiles éparpillées ici et là, alors que tu serais entouré d'une masse gravitationnelle équivalente à celle d'une galaxie majeure. Ces galaxies ultra-diffuses, comme on les appelle, posent des questions troublantes sur la formation des structures cosmiques. Comment une telle quantité de matière noire peut-elle s'accumuler sans attirer suffisamment de gaz pour former un nombre normal d'étoiles ? Quelque chose a interrompu le processus de formation stellaire dans ces systèmes, les laissant comme des coquilles vides, des halos de matière noire avec un contenu stellaire négligeable. À l'autre extrémité du spectre, il existe des galaxies qui semblent contenir très peu de matière noire, voire pas du tout. En 2018, une équipe d'astronomes a annoncé la découverte de NGC 1052 DF2, une galaxie ultra-diffuse qui semblait défier les modèles cosmologiques standards. Les vitesses de ces amas globulaires suggéraient une masse totale presque égale à la masse visible, sans besoin de matière noire supplémentaire. Cette découverte a suscité un débat intense. Certains chercheurs ont contesté les mesures, arguant que les incertitudes observationnelles étaient trop grandes pour tirer des conclusions définitives. D'autres ont proposé des explications alternatives, comme des effets de marée gravitationnelle qui auraient arraché la matière noire de cette galaxie lors d'une interaction avec une galaxie plus massive. Quelle que soit l'explication, l'existence même de galaxies avec peu ou pas de matière noire constitue paradoxalement une confirmation de l'existence de la matière noire. Si les courbes de rotation anormales étaient dues à une modification des lois de la gravitation plutôt qu'à une substance invisible, toutes les galaxies devraient montrer le même comportement. Le fait que certaines galaxies manquent de matière noire suggère que celle-ci est bien une substance réelle qui peut être présente en quantité variable. Au-delà des galaxies individuelles, la matière noire façonne les plus grandes structures de l'univers. Les simulations cosmologiques modernes, réalisées sur les superordinateurs les plus puissants du monde, modélisent l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Ces simulations suivent le mouvement de milliards de particules représentant la matière noire et la matière ordinaire, calculant leurs interactions gravitationnelles à travers des milliards d'années de temps cosmique. Les résultats de ces simulations sont remarquables. La matière noire s'effondre d'abord en filaments et en nœuds, créant une structure en toile d'araignée qui s'étend à travers tout l'univers observable. La matière ordinaire suit ensuite, tombant dans les puits gravitationnels créés par la matière noire, se condensant pour former des galaxies aux intersections des filaments. Les amas de galaxies se forment aux nœuds les plus denses, là où plusieurs filaments convergent. Lorsque les astronomes cartographient la distribution réelle des galaxies dans l'univers, ils trouvent exactement cette structure en toile d'araignée. Des relevés comme le Sloan Digital Sky Survey ont mesuré les positions de millions de galaxies, révélant un réseau de filaments et de vides qui correspond remarquablement aux prédictions des simulations. Cette concordance entre théorie et observation
constitue l'une des preuves les plus convaincantes que notre compréhension de la matière noire et de son rôle dans la formation des structures cosmiques est fondamentalement correcte. Mais il existe des tensions, des désaccords entre les prédictions théoriques et les observations qui suggèrent que notre compréhension est incomplète. L'un des problèmes les plus discutés est le problème des satellites manquants. Les simulations prédisent que chaque grande galaxie comme la Voie lactée devrait être entourée de centaines, voire de milliers de petites galaxies satellites, des halos de matière noire qui auraient accumulé suffisamment de gaz pour former au moins quelques étoiles. Pourtant, nous n'observons qu'une cinquantaine de satellites autour de notre galaxie. Ce désaccord pourrait avoir plusieurs explications. Peut-être que les plus petits halos de matière noire n'ont jamais réussi à former d'étoiles, restant comme des fantômes invisibles orbitant autour de notre galaxie. Peut-être que les processus astrophysiques comme les explosions de supernovae ont expulsé le gaz de ces petits halos, empêchant la formation stellaire. Peut-être que nos simulations manquent de résolution ou ignorent des processus physiques importants. Ou peut-être que la matière noire elle-même a des propriétés différentes de celles que nous supposons. Des interactions supplémentaires qui modifient son comportement à petite échelle. Un autre problème est le problème cusp-core. Les simulations prédisent que la densité de matière noire au centre des halos devrait augmenter fortement, formant un pic ou cusp en anglais. Mais les observations de nombreuses galaxies naines suggèrent plutôt que la densité centrale est relativement constante, formant un cœur plat plutôt qu'un pic pointu. Cette différence pourrait indiquer que la matière noire a des propriétés d'auto-interaction que nos modèles les plus simples ne prennent pas en compte. Ces tensions ne remettent pas en question l'existence de la matière noire. Elles suggèrent plutôt que sa nature est plus complexe que les modèles les plus simples ne le supposent. La matière noire froide et sans collision qui constitue la base de la cosmologie standard pourrait n'être qu'une approximation d'une réalité plus riche et plus subtile. Mais la matière noire, aussi mystérieuse soit-elle, n'est responsable que d'environ 27% de l'univers. Elle représente certes la majorité de la matière, mais la matière elle-même, ordinaire et noire combinée, ne constitue qu'environ 32% du cosmos. Les 68% restants appartiennent à quelque chose d'encore plus étrange, quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que nous connaissons, l'énergie sombre. Si la matière noire est invisible, mais au moins conceptuellement familière, une substance qui possède une masse et exerce une attraction gravitationnelle, l'énergie sombre défie même ces catégories de base. Elle ne se comporte pas comme de la matière, elle ne forme pas de structure, elle ne se concentre pas dans les galaxies ou les amas. Elle est uniformément répartie dans tout l'espace, et au lieu d'attirer, elle repousse. Pour comprendre l'énergie sombre, il faut d'abord comprendre l'expansion de l'univers. Ce concept est souvent mal interprété. L'expansion cosmique n'est pas le mouvement des galaxies à travers un espace préexistant, c'est l'expansion de l'espace lui-même. L'espace entre les galaxies augmente continuellement, étirant les distances cosmiques, éloignant les objets les uns des autres, non pas parce qu'ils se déplacent, mais parce que la trame même de la réalité s'étire. Cette expansion fut découverte par Edwin Hubble dans les années 1920. En observant des galaxies lointaines, Hubble remarqua que leur lumière était systématiquement décalée vers le rouge, un effet similaire à la baisse de fréquence d'une sirène qui s'éloigne. Plus une galaxie était lointaine, plus son décalage vers le rouge était important, ce qui signifiait qu'elle s'éloignait de nous plus rapidement. Cette relation, connue sous le nom de loi de Hubble, démontrait que l'univers était en expansion. Pendant des décennies, les cosmologistes ont supposé que cette expansion devait ralentir. La gravitation de toute la matière présente dans l'univers devrait freiner l'expansion, la décélérer progressivement au fil du temps. La question était de savoir si cette décélération était suffisante pour éventuellement arrêter l'expansion et inverser le processus, conduisant à un Big Crunch où l'univers s'effondrerait sur lui-même, ou si l'expansion continuerait éternellement, quoique de plus en plus lentement. Pour répondre à cette question, les astronomes devaient mesurer le taux d'expansion à différentes époques de l'histoire cosmique. En observant des objets très lointains, on regarde dans le passé, car la lumière met du temps à nous parvenir. Une galaxie située à 10 milliards d'années-lumière nous apparaît telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années.
En comparant le taux d'expansion dans le passé lointain avec le taux d'expansion actuel, on peut déterminer si l'expansion accélère ou décélère. C'est ici qu'interviennent les supernovae de type 1. Ces explosions stellaires cataclysmiques atteignent toutes à peu près la même luminosité maximale, ce qui en fait des chandelles standards idéales pour mesurer les distances cosmologiques. En observant des supernovae de type Ia dans des galaxies lointaines, les astronomes peuvent déterminer à quelle distance se trouvent ces galaxies et, en combinant cette information avec leur décalage vers le rouge, reconstruire l'histoire de l'expansion cosmique. En 1998, les résultats tombèrent. Ils étaient si inattendus que les deux équipes qui les avaient obtenus indépendamment passèrent des mois à vérifier leurs données, convaincus d'avoir commis une erreur quelque part. Les supernovae lointaines apparaissaient plus faibles qu'elles ne le devraient si l'expansion ralentissait. Elles étaient plus loin que prévu. L'expansion de l'univers n'avait pas décéléré. Elle avait accéléré. Quelque chose poussait l'univers vers l'extérieur avec une force croissante, contrecarrant la gravitation et accélérant l'éloignement des galaxies. Cette force devait être immense pour surmonter l'attraction gravitationnelle de toute la matière de l'univers. Et elle devait avoir une propriété très étrange. Contrairement à la matière ordinaire ou à la matière noire, dont la densité diminue à mesure que l'univers s'expand et que l'espace se dilue, cette force devait maintenir une densité constante même lorsque l'espace augmentait. Autrement, son influence diminuerait avec l'expansion au lieu de la dominer de plus en plus. Les physiciens ont nommé cette force énergie sombre, un terme qui masque notre ignorance presque totale quant à sa nature. Nous savons qu'elle existe. Nous pouvons mesurer ses effets avec précision croissante. Elle représente environ 68% de la densité énergétique totale de l'univers. Mais nous ne savons pas ce qu'elle est. L'hypothèse la plus simple est que l'énergie sombre est une propriété de l'espace lui-même, une constante cosmologique comme Einstein l'avait proposé dans ses équations de la relativité générale. Selon cette idée, le vide n'est pas vraiment vide. Même l'espace le plus dépourvu de matière et de rayonnement contient une densité d'énergie intrinsèque, une énergie du vide qui remplit uniformément tout l'univers. Cette énergie aurait une propriété remarquable. Sa pression serait négative, ce qui dans le cadre de la relativité générale produit une répulsion gravitationnelle plutôt qu'une attraction. Cette explication est élégante dans sa simplicité, mais elle pose un problème colossal. Lorsque les physiciens essaient de calculer la valeur de cette énergie du vide en utilisant la théorie quantique des champs, ils obtiennent une réponse complètement fausse. Les fluctuations quantiques qui remplissent le vide, cette mer bouillonnante de particules virtuelles qui apparaissent comme et disparaissent constamment, devraient contribuer une densité d'énergie astronomiquement plus grande que ce que nous observons. La différence entre la prédiction théorique et la valeur observée est d'un facteur d'environ 10 puissance 120. C'est un suivi de 120 zéros. C'est la plus grande erreur de prédiction de toute l'histoire de la physique. Ce désaccord catastrophique suggère que quelque chose de fondamental manque dans notre compréhension. Soit il existe un mécanisme inconnu qui annule presque parfaitement l'énergie du vide quantique, laissant seulement le minuscule résidu que nous observons. Soit l'énergie sombre n'est pas du tout l'énergie du vide, mais quelque chose d'entièrement différent. Une alternative à la constante cosmologique est la quintessence, un champ dynamique qui imprégnerait tout l'univers et dont la densité d'énergie pourrait évoluer au cours du temps. Contrairement à la constante cosmologique, qui est par définition constante, la quintessence pourrait changer, s'affaiblissant ou se renforçant au fil des milliards d'années. Certains modèles de quintessence prédisent que l'énergie sombre pourrait éventuellement s'affaiblir et disparaître, ou même changer de signe et devenir attractive, plutôt que répulsive. D'autres propositions sont encore plus radicales. Peut-être que l'énergie sombre est une illusion, un artefact de notre position particulière dans l'univers ou de notre interprétation des données. Peut-être que les lois de la gravitation doivent être modifiées à très grande échelle, de manière analogue à ce que propose la théorie monde pour la matière noire. Peut-être que nous vivons dans une région localement sous-dense de l'univers, un grand vide cosmique dont les effets miment l'accélération de l'expansion. Ces alternatives sont généralement considérées comme moins probables que l'hypothèse de l'énergie sombre.
car elles ont du mal à expliquer l'ensemble des observations de manière aussi cohérente. Mais elles illustrent à quel point notre compréhension reste précaire. Nous observons un phénomène, l'accélération de l'expansion. Nous lui donnons un nom, l'énergie sombre. Mais ce nom ne nous apprend rien sur sa nature profonde. 68% de l'univers, plus des 2/3 de tout ce qui existe, et nous ne savons pas ce que c'est. Si la matière noire est un fantôme gravitationnel que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous pouvons au moins détecter les effets locaux dans les galaxies et les amas, l'énergie sombre est quelque chose d'encore plus éthéré. Elle n'affecte pas le mouvement des planètes autour du Soleil. Elle n'influence pas la rotation de notre galaxie. Elle ne se fait sentir qu'aux échelles cosmologiques les plus vastes, là où les distances sont si immenses que l'expansion de l'espace devient perceptible. Elle est partout, uniformément distribuée, mais ses effets ne se manifestent que dans l'étirement lent et inexorable de l'univers lui-même. Et cet étirement a des conséquences terrifiantes pour le destin ultime du cosmos. Car si l'énergie sombre continue à dominer, si l'expansion continue à accélérer, l'univers est condamné à une mort lente et froide que nous commençons à peine à imaginer. Les galaxies lointaines s'éloigneront de nous de plus en plus vite, jusqu'à ce que leur lumière ne puisse plus jamais nous atteindre. L'horizon observable se rétrécira progressivement, nous isolant dans une bulle de plus en plus petite de réalité accessible. Les étoiles s'éteindront une à une, et l'univers sombrera dans une obscurité éternelle. Mais ce destin glacial est peut-être le plus optimiste des scénarios, car certains modèles d'énergie sombre prédisent pour quelque chose de bien pire, quelque chose de violent, quelque chose de cataclysmique, quelque chose qui pourrait déchirer le tissu même de la réalité. L'obscurité qui enveloppe l'univers n'est pas passive, elle est dynamique, elle est puissante. Et elle façonne le destin de tout ce qui existe d'une main invisible mais inexorable. L'énergie sombre ne se contente pas de pousser les galaxies les unes loin des autres. Elle déchire l'espace-temps lui-même avec une violence croissante que nous commençons à peine à mesurer. Et les scénarios que les physiciens ont développés pour le destin ultime de l'univers sont parmi les visions les plus terrifiantes que la science ait jamais produites. Commençons par le scénario le plus probable selon nos observations actuelles, celui que les cosmologistes appellent le Big Freeze, ou la mort thermique de l'univers. Si l'énergie sombre reste constante au fil du temps, si elle maintient sa densité actuelle pendant des milliards et des milliards d'années, l'expansion de l'univers continuera à accélérer indéfiniment. Cette accélération aura des conséquences progressives, mais inexorables. Dans environ 150 milliards d'années, toutes les galaxies situées au-delà de notre groupe local auront franchi notre horizon cosmologique. L'expansion de l'espace les éloignera de nous plus vite que la lumière ne peut voyager, les rendant à jamais inobservables et inaccessibles. Nous serons isolés dans une île cosmique contenant seulement la Voie, Lactée, la galaxie d'Andromède, et quelques dizaines de galaxies naines satellites, toutes fusionnées en une seule méga-galaxie que les astronomes ont déjà baptisée Milkomeda. Les civilisations futures, si elles existent encore à cette époque lointaine, regarderont le ciel nocturne et ne verront rien au-delà de leur propre galaxie. L'univers leur paraîtra petit, fini, isolé. Ils n'auront aucun moyen de savoir que des milliards d'autres galaxies existent quelque part au-delà de l'horizon. Des mondes à jamais hors de portée. Des civilisations potentielles avec lesquelles aucun contact ne sera jamais possible. Mais ce n'est que le début du déclin. Dans des trillions d'années, les dernières étoiles finiront de brûler leur combustible nucléaire. Les étoiles naines rouges, les plus petites et les plus économes de toutes, peuvent brûler pendant des dizaines de milliers de milliards d'années, bien plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Mais même elles finiront par s'éteindre, laissant derrière elles des cadavres stellaires froids et sombres, des naines blanches refroidissantes, des étoiles à neutrons inertes, des trous noirs silencieux. L'univers entrera alors dans ce que les physiciens appellent l'ère dégénérée. Plus aucune étoile ne brillera, plus aucune réaction nucléaire ne produira de lumière ou de chaleur. Les galaxies seront des cimetières de cadavres stellaires, dérivant lentement dans un espace de plus en plus vide et de plus en plus froid. Mais même ces cadavres stellaires ne sont pas éternels.
Sur des échelles de temps encore plus longues, des processus quantiques extraordinairement rares commenceront à les démanteler. Les protons eux-mêmes, les constituants fondamentaux de la matière ordinaire, pourraient être instables sur des échelles de temps de l'ordre de 10 puissance 37 années. Si c'est le cas, toute la matière ordinaire finira par se désintégrer en particules plus légères, en électrons et en positrons et en photons et en neutrinos. Les naines blanches et les étoiles à neutrons s'évaporeront lentement, se dissolvant dans un brouillard de particules subatomiques. Les trous noirs résisteront plus longtemps. Stephen Hawking a montré en 1974 que les trous noirs ne sont pas vraiment noirs. Ils émettent qu'un rayonnement thermique extrêmement faible. Un rayonnement qui leur fait perdre progressivement de l'énergie et de la masse. Ce rayonnement de Hawking est si faible pour les trous noirs de taille stellaire ou supermassive qu'il est complètement négligeable sur des échelles de temps ordinaires. Mais sur des durées astronomiquement longues, il devient significatif. Un trou noir de la masse du Soleil mettrait environ 10 puissance 67 années à s'évaporer complètement. Un trou noir supermassif, comme celui au centre de notre galaxie, avec une masse de 4 millions de soleils, mettrait environ 10 puissance 100 années. Ces nombres sont si grands qu'ils défient toute tentative de compréhension intuitive. 10 puissance 100 années, c'est un suivi de 100 zéros. C'est incomparablement plus long que l'âge actuel de l'univers, qui n'est que de 13,8 milliards d'années, soit environ 10 puissance 10 années. Mais l'éternité est patiente. Dans 10 puissance 100 années, même les trous noirs supermassifs se seront évaporés, disparaissant dans un dernier flash de rayonnement de Hawking. L'univers ne contiendra plus que des photons extrêmement dilués, des électrons et des positrons errants, des neutrinos fantomatiques. Ces particules seront si dispersées qu'elles n'interagiront pratiquement jamais les unes avec les autres. L'univers sera un vide presque parfait, froid, sombre et éternellement silencieux. C'est la mort thermique, l'entropie maximale, l'équilibre final d'où aucune structure, aucune complexité, aucune vie ne pourra jamais émerger. L'univers ne se terminera pas dans une explosion ou un effondrement. Il se dissoudra simplement dans le néant thermodynamique, s'éteignant comme une bougie qui a consommé toute sa cire. Ce scénario est déjà suffisamment vertigineux. Mais il existe des possibilités encore plus dramatiques. Si l'énergie sombre n'est pas une constante cosmologique, mais une forme de quintessence dont la densité peut changer avec le temps, son destin devient beaucoup plus incertain. Certains modèles de quintessence prédisent que l'énergie sombre pourrait s'affaiblir progressivement, permettant à la gravitation de reprendre le dessus et éventuellement d'inverser l'expansion. L'univers pourrait alors s'effondrer sur lui-même dans un Big Crunch, comprimant toute la matière et l'énergie dans une singularité finale qui serait l'inverse du Big Bang. D'autres modèles prédisent le contraire. L'énergie sombre pourrait se renforcer avec le temps, devenant de plus en plus dominante et de plus en plus destructrice. Ce scénario conduit à ce que les physiciens ont appelé le Big Rip, la grande déchirure. C'est peut-être la vision la plus terrifiante de toutes. Dans un scénario de Big Rip, l'énergie sombre possède une propriété appelée paramètre d'équation d'état inférieur à -1. Cette propriété technique signifie que la densité de l'énergie sombre augmente à mesure que l'univers s'expand, au lieu de rester constante ou de diminuer. C'est contre-intuitif et presque paradoxal. Normalement, quand l'espace s'étire, tout ce qu'il contient se dilue. Mais dans ce scénario, l'énergie sombre se renforce précisément parce que l'espace s'étire. Les conséquences sont cataclysmiques. L'expansion de l'univers ne se contente plus d'éloigner les galaxies. Elle commence à déchirer les structures à toutes les échelles. D'abord, les amas de galaxies sont dispersés, les liens gravitationnels entre les galaxies membres devenant insuffisants pour résister à l'expansion accélérée. Puis les galaxies elles-mêmes sont démembrées, leurs étoiles arrachées les unes aux autres et projetées dans le vide. À mesure que le Big Rip approche, l'expansion devient si violente qu'elle déchire les systèmes stellaires. Les planètes sont arrachées à leurs orbites autour des étoiles. Les étoiles elles-mêmes sont déchirées par les forces de marée cosmiques, explosant en nuages de plasma dispersés. Les planètes, les astéroïdes, les lunes, tous ces corps sont fragmentés puis pulvérisés. Dans les dernières fractions de secondes avant le Big Rip final,
L'expansion devient si intense qu'elle déchire la matière au niveau atomique. Les molécules sont brisées, les atomes sont ionisés, les noyaux atomiques sont fragmentés en protons et neutrons isolés. Et finalement, l'espace-temps lui-même est déchiré, les fluctuations quantiques devenant si violentes que le tissu de la réalité se désintègre. Le Big Rip n'est pas seulement la fin de la matière, c'est la fin de l'espace et du temps eux-mêmes. Le cosmos ne meurt pas lentement, comme dans la mort thermique. Il est littéralement arraché en morceaux, déchiqueté par une force répulsive devenue incontrôlable. Nos observations actuelles ne peuvent pas encore déterminer avec certitude lequel de ces destins attend l'univers. Le paramètre d'équation d'état de l'énergie sombre semble proche de -1, ce qui correspondrait à une constante cosmologique et au scénario de mort thermique. Mais les incertitudes observationnelles sont encore suffisantes pour permettre des valeurs légèrement inférieures à -1, ce qui ouvrirait la porte au Big Rip. Les futures missions spatiales et les télescopes de nouvelle génération devraient affiner ces mesures. Le satellite Euclide de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2023, est spécifiquement conçu pour étudier l'énergie sombre avec une précision sans précédent. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, prévu pour la fin de cette décennie, contribuera également à ces observations. Dans les prochaines années, nous aurons peut-être des réponses de plus définitives sur le destin ultime du cosmos. Mais même dans le scénario le plus optimiste, si l'on peut appeler optimiste une mort thermique éternelle, l'énergie sombre garantit que l'univers ne sera jamais un endroit hospitalier sur le très long terme. L'expansion accélérée nous isole progressivement du reste du cosmos, rétrécissant notre horizon accessible et condamnant toute civilisation future à une solitude cosmique ultime. Et l'énergie sombre n'est pas la seule force cataclysmique qui façonne le cosmos. L'univers visible est rempli de phénomènes d'une violence presque inconcevable. Des événements qui libèrent plus d'énergie en quelques secondes que notre Soleil n'en produira pendant toute son existence. Les sursauts gamma sont parmi les événements les plus énergétiques de l'univers observable. Ces flashs de rayonnement gamma de haute énergie durent de quelques millisecondes à plusieurs minutes et peuvent brièvement briller plus fort que des galaxies entières. Un seul sursaut gamma peut libérer autant d'énergie que 10 puissance 44 joules, l'équivalent de la conversion totale de la masse du Soleil en énergie pure. Les sursauts gamma les plus longs, ceux qui durent plus de 2 secondes environ, sont associés à l'effondrement d'étoiles massives en trous noirs. Lorsqu'une étoile géante épuise son combustible nucléaire et que son cœur s'effondre, une fraction de l'énergie gravitationnelle libérée peut être canalisée en 2 jets de particules ultra-relativistes projetés depuis les pôles du trou noir naissant. Si l'un de ces jets est orienté vers la Terre, nous observons un sursaut gamma long. Les sursauts gamma courts, ceux qui durent moins de 2 secondes, sont produits par un mécanisme différent. Ils résultent de la fusion de 2 objets compacts, soit 2 étoiles à neutrons, soit une étoile à neutrons et un trou noir. Lorsque ces objets ultra-denses spiralent l'un vers l'autre et finissent par fusionner, ils libèrent une quantité colossale d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles et de rayonnement électromagnétique. En 2017, les détecteurs LIGO et Virgo ont observé pour la première fois les ondes gravitationnelles émises par la fusion de 2 étoiles à neutrons, un événement baptisé GW 170817. Quelques secondes après la détection des ondes gravitationnelles, le satellite Fermi a détecté un sursaut gamma court provenant de la même région du ciel. C'était la confirmation spectaculaire que les fusions d'étoiles à neutrons sont bien responsables des sursauts gamma courts. La violence de ces événements défie l'imagination. Au moment de la fusion, la matière des 2 étoiles à neutrons est comprimée à des densités inimaginables. Plusieurs fois la densité des noyaux atomiques. Des températures de dizaines de milliards de degrés sont atteintes. Des éléments lourds comme l'or, le platine et l'uranium sont synthétisés dans ce chaudron cosmique et éjectés dans l'espace environnant. La majeure partie de l'or présent sur Terre, celui de tes bijoux, de tes appareils électroniques, a été forgé dans de telles fusions d'étoiles à neutrons il y a des milliards d'années, avant d'être incorporé dans le nuage de gaz qui a formé notre système solaire. Si un sursaut gamma se produisait suffisamment proche de la Terre et était orienté vers nous, les conséquences seraient dévastatrices.
le rayonnement gamma de haute énergie détruirait la couche d'ozone, exposant la surface terrestre à des niveaux mortels de rayonnement ultraviolet solaire. La photochimie atmosphérique serait bouleversée, produisant des composés azotés toxiques qui assombriraient le ciel et refroidiraient le climat. Une extinction de masse serait probable, voire certaine. Heureusement, les sursauts gamma sont relativement rares et les chances qu'un sursaut proche soit orienté exactement vers nous sont faibles. Mais le risque n'est pas nul. Certains scientifiques ont suggéré que l'extinction de l'Ordovicien silurien, il y a environ 450 millions d'années, qui a éliminé plus de 80% des espèces marines, pourrait avoir été causée par un sursaut gamma proche. Nous n'avons aucune preuve directe de cette hypothèse, mais elle reste plausible. Les supernovas ordinaires, bien que moins énergétiques que les sursauts gamma, représentent également une menace potentielle. Lorsqu'une étoile massive explose en supernova, elle peut brièvement briller plus fort que toutes les autres étoiles de sa galaxie combinée. Le rayonnement et les particules énergétiques émis pourraient affecter les planètes situées dans un rayon de plusieurs dizaines d'années-lumière. L'étoile Bételgeuse, dans la constellation d'Orion, est une supergéante rouge qui explosera en supernova dans un avenir cosmologiquement proche. Peut-être dans les prochains 100 000 ans, peut-être demain. À environ 700 années-lumière de distance, elle est suffisamment loin pour ne pas représenter une menace directe pour la Terre. Mais son explosion sera spectaculaire, visible en plein jour pendant plusieurs semaines, plus brillante que la pleine lune pendant un moment. D'autres étoiles plus proches pourraient poser un risque plus sérieux. Ica Pégasi, à environ 150 années-lumière, est un système binaire contenant une naine blanche qui pourrait éventuellement exploser en supernova de type Ia, si elle accumule suffisamment de matière de sa compagnie. Les estimations suggèrent qu'une supernova devrait se produire à moins de 25 années-lumière pour causer une extinction de masse sur Terre. À cette distance, il n'existe actuellement aucune étoile candidate pour une explosion imminente, ce qui nous offre un répit temporaire. Mais l'univers a des milliards d'années devant lui. Et sur ces échelles de temps, les probabilités s'accumulent. Tôt ou tard, une explosion stellaire proche affectera notre planète. Que l'humanité soit encore là pour en être témoin dépend de notre capacité à survivre aux innombrables autres défis qui nous attendent. Et puis, il y a les collisions galactiques. Notre propre voie lactée est en cours de collision avec la galaxie d'Andromède. Les deux galaxies s'approchent l'une de l'autre à environ 400 km par seconde et fusionneront dans environ 4 milliards et demi d'années. Cette collision sera un événement titanesque, impliquant des centaines de milliards d'étoiles de chaque côté. Paradoxalement, les collisions galactiques sont des événements relativement doux pour les étoiles individuelles. Les galaxies sont si vastes et les étoiles si espacées que les collisions directes entre étoiles sont extrêmement rares. Les deux galaxies se traverseront mutuellement plusieurs fois, leurs formes se déformant sous les influences gravitationnelles mutuelles, des queues de marée s'étirant dans l'espace, des ondes de formation stellaire balayant les nuages de gaz comprimés. Mais la plupart des étoiles, y compris probablement notre Soleil, s'il existe encore à cette époque, survivront à l'événement sans dommage direct. Ce qui ne survivra pas, c'est la structure ordonnée de notre galaxie. La Voie lactée et Andromède fusionneront en une seule galaxie elliptique géante, une boule diffuse d'étoiles sans les beaux bras spiraux que nous connaissons. Le ciel nocturne changera radicalement au fil des millions d'années de la fusion, avec de nouvelles étoiles apparaissant à des positions inhabituelles, des nébuleuses brillantes illuminées par les ondes de choc de formation stellaire, et finalement une distribution plus uniforme d'étoiles dans toutes les directions. Ces événements violents, les sursauts gamma, les supernovas, les collisions galactiques, nous rappellent que l'univers n'est pas un endroit paisible. Il est rempli de processus cataclysmiques qui peuvent anéantir des mondes en un instant ou remodeler des galaxies sur des millions d'années. Et la plupart de ces processus sont complètement hors de notre contrôle. Nous sommes des passagers sur un petit vaisseau de roche et de fer, dérivant dans un océan cosmique où les tempêtes peuvent surgir à tout moment. L'obscurité qui enveloppe l'univers n'est pas seulement l'obscurité de ce que nous ne pouvons pas voir. C'est aussi l'obscurité de ce que nous ne pouvons pas prédire, de ce que nous ne pouvons pas contrôler, de ce que nous ne pouvons pas éviter. La matière noire sculpte invisiblement les galaxies.
L'énergie sombre pousse inexorablement le cosmos vers son destin final. Les explosions stellaires parsèment l'espace de rayonnements mortels. Et nous, minuscules créatures sur une planète ordinaire autour d'une étoile banale dans une galaxie parmi des milliards, nous essayons de comprendre tout cela avec nos cerveaux limités et nos instruments imparfaits. Il y a quelque chose de profondément humiliant dans cette confrontation avec l'immensité violente du cosmos. Et quelque chose de profondément courageux dans notre insistance à continuer à chercher, à questionner, à explorer, malgré notre fragilité évidente. Mais les mystères les plus profonds ne concernent pas seulement la physique de l'univers. Ils concernent notre place dans ce cosmos, notre signification face à son immensité, et la question qui hante l'humanité depuis qu'elle a levé les yeux vers les étoiles. Sommes-nous seuls ? Et si nous ne le sommes pas, pourquoi le silence ? Nous avons exploré la matière noire qui sculpte les galaxies. Nous avons contemplé l'énergie sombre qui déchire le cosmos. Nous avons assisté au cataclysme stellaire qui parsème l'univers de violence. Mais il reste une question peut-être encore plus troublante que toutes celles que nous avons abordées. Une question qui touche au cœur même de notre existence et de notre signification dans ce vaste océan d'obscurité. Que signifie tout cela pour nous ? Quelle est notre place dans un univers dont nous ne percevons que 4%? Cette question n'est pas seulement scientifique, elle est existentielle. Elle nous force à confronter notre propre insignifiance apparente face à des échelles de temps et d'espace qui dépassent complètement notre capacité de compréhension intuitive. Et les réponses, ou plutôt l'absence de réponses, sont profondément déstabilisantes. Commençons par l'échelle spatiale. L'univers observable a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Ce chiffre est déjà si grand qu'il perd tout sens intuitif. Essayons de le ramener à quelque chose de plus tangible. Si tu réduisais le Soleil à la taille d'un grain de sable d'1 millimètre de diamètre, la Terre serait un point microscopique orbitant à environ 10 cm de distance. Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire, serait à environ 3 mètres. L'étoile la plus proche, Proxima Centauri, serait à environ 30 km. Le centre de notre galaxie serait à environ 200 000 km, plus de la moitié de la distance réelle entre la Terre et la Lune. Et la galaxie d'Andromède, notre voisine galactique la plus proche, serait à environ 2 millions de kilomètres, plus de 5 fois la distance Terre-Lune. À cette échelle réduite, l'univers observable aurait un diamètre de plusieurs milliers de milliards de kilomètres. Et ce n'est que l'univers observable, la région dont la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. L'univers réel pourrait être infiniment plus grand, peut-être littéralement infini. Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Dans cette immensité, la Terre est moins qu'un grain de poussière. Elle est moins qu'un atome dans l'océan. Toute l'histoire humaine, toutes nos civilisations, tous nos empires et nos guerres et nos amours et nos tragédies. Tout cela s'est déroulé sur un minuscule point bleu perdu dans une banlieue d'une galaxie ordinaire parmi des centaines de milliards de galaxies. Carl Sagan l'a exprimé avec une éloquence mélancolique lorsqu'il a contemplé la célèbre photo de la Terre prise par la sonde Voyager 1 depuis les confins du système solaire. Un point bleu pâle, à peine visible, suspendu dans un rayon de lumière solaire. Tout ce que nous avons jamais connu, tout ce que nous avons jamais aimé, tout ce pourquoi nous nous sommes battus, existe sur ce point insignifiant. Et maintenant, nous découvrons que même cette image est trompeuse. Car ce point bleu pâle, et le soleil qui l'éclaire, et toutes les étoiles visibles dans le ciel nocturne, ne représentent que 4% de ce qui existe. Nous sommes insignifiants dans un univers que nous ne voyons même pas. L'échelle temporelle est tout aussi vertigineuse. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. L'humanité moderne, Homo sapiens, existe depuis environ 300 000 ans. La civilisation humaine, définie par l'agriculture et les établissements permanents, a environ 12 000 ans. L'écriture, la science, la philosophie, tout ce que nous considérons comme le propre de l'humanité pensante, a moins de 6 000 ans. Si l'on comprime toute l'histoire de l'univers en une seule année calendaire, le Big Bang se produisant le 1er janvier à minuit, alors notre galaxie se forme vers la mi-mars, le système solaire apparaît début septembre,
La vie émerge sur Terre à la mi-septembre. Les dinosaures dominent la planète pendant quelques jours autour de Noël. Et toute l'histoire humaine se déroule dans les dernières secondes du 31 décembre. L'écriture est inventée à environ 23h59 et 52 secondes. La révolution scientifique se produit dans la dernière seconde de l'année. Ta vie entière, et la mienne, et celle de tous les humains que tu as jamais rencontrés, occupent une fraction de cette dernière seconde. Nous sommes des éphémères, des flashs de conscience dans un océan de temps. Et l'univers continuera longtemps après notre disparition, indifférent à notre existence, poursuivant son expansion vers l'éternité froide que nous avons décrite. Face à cette insignifiance apparente, certains pourraient être tentés de sombrer dans le nihilisme. Si rien de ce que nous faisons n'a d'importance à l'échelle cosmique, pourquoi faire quoi que ce soit ? Si l'humanité sera condamnée à disparaître sans laisser de traces dans un univers qui ne se souviendra pas de nous, pourquoi s'efforcer de construire, de créer, d'aimer ? Mais cette réaction, aussi compréhensible soit-elle, repose sur une prémisse contestable. Elle suppose que la signification doit venir de l'extérieur, doit être accordée par l'univers lui-même. Elle suppose que si le cosmos est indifférent, alors rien n'a de valeur. Cette supposition mérite d'être questionnée, car il existe une autre façon de voir les choses. L'insignifiance cosmique peut être libératrice plutôt qu'écrasante. Si l'univers ne nous impose aucune signification, alors nous sommes libres de créer la nôtre. Si aucun destin cosmique ne nous attend, alors nous pouvons forger notre propre chemin. L'absurdité de notre situation n'est pas une condamnation, c'est une invitation à l'authenticité. Albert Camus a écrit qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Ce personnage mythologique condamné à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne pour le voir redescendre peut trouver du sens dans l'effort lui-même, dans la lutte, dans le défi lancé à l'absurdité de sa condition. De même, nous pouvons trouver du sens dans notre existence éphémère, non pas malgré l'indifférence cosmique, mais peut-être grâce à elle. La beauté d'un coucher de soleil n'est pas diminuée par le fait que le soleil explosera dans 5 milliards d'années. L'amour que tu ressens pour tes proches n'est pas rendu moins réel par l'immensité de l'univers. Mais cette réponse philosophique, aussi réconfortante soit-elle, ne dissipe pas complètement le malaise. Car il reste une question lancinante, une question que la découverte de l'immensité cachée de l'univers rend encore plus pressante. Sommes-nous vraiment seuls ? L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. Chaque galaxie contient en moyenne 100 milliards d'étoiles. Cela fait environ 200 milliards de trillions d'étoiles, un nombre si grand qu'il dépasse complètement notre capacité de visualisation. Et nous savons maintenant, grâce aux observations du télescope Kepler et d'autres instruments, que la plupart de ces étoiles sont accompagnées de planètes. Il pourrait y avoir plus de planètes dans l'univers observable qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Parmi ces innombrables planètes, beaucoup se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, à une distance où l'eau liquide pourrait exister à la surface. Les estimations varient, mais il pourrait y avoir des milliards de planètes potentiellement habitables rien que dans notre galaxie. Et il y a des centaines de milliards de galaxies. Face à ces nombres, il semble presque impossible que la vie ne soit apparue que sur Terre. Les ingrédients de base de la vie, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, sont parmi les éléments les plus abondants de l'univers. Les molécules organiques de complexes se forment spontanément dans les nuages interstellaires, dans les météorites, dans les comètes. La chimie, qui mène à la vie, semble être une conséquence naturelle de la physique et de la chimie ordinaire. Et pourtant, malgré des décennies de recherche, nous n'avons trouvé aucune trace de vie extraterrestre. Pas de signal radio artificiel. Pas de mégastructure alien détectable autour d'étoiles lointaines. Pas de sonde en visite dans notre système solaire. L'univers semble silencieux, vide, désert. C'est le paradoxe de Fermi, nommé d'après le physicien Enrico Fermi, qui l'a formulé lors d'un déjeuner en 1950. Si la vie est commune dans l'univers, si les civilisations technologiques émergent régulièrement sur des planètes habitables, alors où sont-elles ? Pourquoi ne voyons-nous aucun signe de leur existence ? L'univers a 13,8 milliards d'années.
Notre galaxie a environ 13 milliards d'années. Une civilisation technologique ayant quelques millions d'années d'avance sur nous aurait eu amplement le temps de coloniser toute la galaxie, même à des vitesses bien inférieures à celles de la lumière. Alors pourquoi le ciel est-il silencieux ? De nombreuses solutions ont été proposées à ce paradoxe. Peut-être que la vie est commune, mais que l'intelligence est rare. L'évolution sur Terre a pris des milliards d'années pour produire des cerveaux capables de science et de technologie. Et ce chemin a impliqué de nombreux événements contingents, des extinctions de masse, des mutations aléatoires, des pressions de sélection spécifiques. Peut-être que sur la plupart des planètes habitables, la vie reste microbienne pour l'éternité, sans jamais développer la complexité nécessaire à la conscience. Peut-être que les civilisations technologiques sont autodestructrices. Nous-mêmes avons développé la capacité de nous anéantir, par les armes nucléaires, par le changement climatique, par les pandémies artificielles. Peut-être que toute civilisation suffisamment avancée pour être détectable est également suffisamment avancée pour s'autodétruire, et que cette autodestruction se produit inévitablement avant que la civilisation n'ait le temps de coloniser les étoiles. Peut-être que les civilisations avancées existent, mais choisissent de ne pas communiquer. Peut-être qu'elles considèrent les civilisations primitives comme nous, avec indifférence ou mépris. Peut-être qu'elles ont développé des formes de communication que nous ne pouvons pas détecter. Peut-être qu'elles vivent dans des simulations ou des réalités virtuelles et ne s'intéressent plus au monde physique. Peut-être que nous sommes dans une région de la galaxie particulièrement isolée ou récemment colonisable. Peut-être que les distances interstellaires sont tout simplement trop grandes pour être franchies de manière pratique, même par des civilisations très avancées. Et peut-être, la possibilité la plus troublante de toutes, que nous sommes vraiment seuls. Que la Terre est la seule planète dans tout l'univers observable où la vie a émergé et atteint la conscience. Que dans ces 2000 milliards de galaxies, parmi ces innombrables trillions de planètes, nous sommes l'unique exception, une singularité, un miracle statistique. Cette possibilité est difficile à accepter émotionnellement. Elle nous paraît arrogante, anthropocentrique, une résurgence de la croyance pré-copernicienne que l'humanité occupe une place spéciale dans le cosmos. Et pourtant, nous ne pouvons pas l'exclure. Nous n'avons aucune preuve que la vie existe ailleurs. Tous nos raisonnements sur la probabilité de la vie extraterrestre reposent sur des suppositions non vérifiées. Nous ne connaissons qu'un seul exemple de vie, celui de la Terre, et nous ne savons pas à quel point cet exemple est représentatif. La découverte de la matière noire et de l'énergie sombre ajoute une dimension supplémentaire à cette réflexion. Car si 96% de l'univers nous est caché, combien de phénomènes ignorons-nous complètement ? Peut-être que la vie existe sous des formes que nous ne pouvons même pas concevoir, basées sur des processus qui se déroulent dans les secteurs cachés de la physique, utilisant la matière noire ou l'énergie sombre d'une manière que notre science ne peut pas imaginer. Peut-être que l'univers grouille de vie, mais d'une vie si différente de la nôtre, si étrangère à notre chimie carbonée et à notre biologie aqueuse, que nous sommes tout simplement incapables de la reconnaître. Nous cherchons des signaux radio, parce que c'est ce que nous utilisons. Nous cherchons des signatures chimiques dans les atmosphères planétaires, parce que c'est ce que notre vie produit. Mais si la vie peut exister sous des formes radicalement différentes, nos recherches sont peut-être aussi futiles que de chercher des poissons dans le désert. Cette possibilité est à la fois terrifiante et merveilleuse. Terrifiante parce qu'elle suggère que notre compréhension de la vie elle-même est peut-être profondément limitée. Merveilleuse parce qu'elle ouvre des horizons d'étrangeté et de possibilités que nous n'avons pas encore explorés. Mais même si nous ne sommes pas seuls, même si l'univers est rempli de civilisations et de formes de vie variées, l'énergie sombre garantit que nous ne les rencontrerons peut-être jamais. L'expansion accélérée du cosmos éloigne les galaxies les unes des autres de plus en plus vite. Les civilisations situées dans des galaxies lointaines sont peut-être déjà inaccessibles. Leur lumière décalée vers le rouge au-delà de la détection. Leur monde glissant vers l'horizon cosmologique pour n'être jamais revu. Dans quelques milliards d'années, même les galaxies relativement proches auront disparu de notre ciel. Les civilisations futures dans notre propre galaxie, si elles existent,
regarderont vers un univers qui leur paraîtra vide et solitaire, sans savoir que des milliards d'autres galaxies existent quelque part au-delà de l'horizon observable. L'énergie sombre est un mur qui s'élève progressivement autour de chaque galaxie, isolant les civilisations les unes des autres pour l'éternité. Même si la vie est commune, même si l'intelligence émerge régulièrement à travers le cosmos, nous sommes peut-être condamnés à la solitude par la structure même de l'univers. C'est une ironie cosmique d'une cruauté particulière. L'univers est peut-être rempli de vie, mais cette vie est dispersée dans des îles gravitationnelles isolées, séparées par des abîmes d'espace en expansion que rien ne peut franchir. Des milliards de civilisations, chacune se croyant seule, chacune regardant vers un ciel silencieux, chacune se posant les mêmes questions que nous sur sa place dans le cosmos. Et puis, il y a la question du temps. Même si nous pouvions communiquer avec une civilisation dans une galaxie lointaine, les délais seraient si immenses qu'un dialogue serait impossible. Un message envoyé vers une galaxie à 1 milliard d'années-lumière mettrait 1 milliard d'années à arriver, et la réponse mettrait un autre milliard d'années à nous parvenir. Entre-temps, les deux civilisations auraient probablement disparu, remplacées par d'autres ou éteintes complètement. La communication interstellaire, même à l'intérieur de notre propre galaxie, est confrontée à des défis similaires, quoique moins extrêmes. Un message vers l'autre bout de la Voie lactée mettrait environ 100 000 ans à arriver. L'humanité n'existe sous sa forme actuelle que depuis 300 000 ans. Nous avons inventé l'écriture il y a 5 000 ans. Qui sait ce que sera l'humanité dans 100 000 ans, ou si elle existera encore? Cette perspective temporelle rend la quête d'une communication extraterrestre presque tragique dans son ambition. Nous envoyons des messages vers les étoiles, sachant que les réponses, si elles viennent jamais, arriveront longtemps après notre mort, peut-être longtemps après la disparition de notre civilisation. C'est un acte de foi cosmique, une bouteille jetée dans un océan dont nous ne verrons jamais l'autre rive. Et pourtant, nous continuons. Nous écoutons le ciel avec nos radiotélescopes. Nous envoyons des messages codés vers les étoiles. Nous lançons des sondes portant des plaques gravées et des disques dorés contenant les sons et les images de notre civilisation. Nous refusons d'accepter la solitude, même si toutes les preuves suggèrent qu'elle est notre lot. Ce refus est peut-être la chose la plus humaine qui soit. Face à un univers indifférent, face à des échelles de temps et d'espace qui nous écrasent, face à l'obscurité qui enveloppe 96% de l'existence, nous persistons à chercher du sens, à chercher une connexion, à espérer contre toute raison que quelqu'un, quelque part, partage notre solitude. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que le sens que nous cherchons ne se trouve pas dans les réponses que l'univers refuse de nous donner, mais dans les questions que nous insistons à poser. Peut-être que notre humanité se définit précisément par cette insistance à questionner, à explorer, à espérer, malgré l'immensité de notre ignorance et la brièveté de notre existence. Nous sommes des créatures qui regardent vers les étoiles et demandent pourquoi. Dans un univers qui ne répond pas, cette question elle-même devient notre réponse. Nous arrivons maintenant à la fin de ce voyage à travers l'obscurité cosmique. Un voyage qui nous a mené des rotations anormales des galaxies aux confins de l'espace-temps lui-même. Un voyage qui nous a confrontés à notre propre insignifiance et à notre propre grandeur simultanément. Il est temps de rassembler les fils de cette exploration et de contempler, une dernière fois, ce que signifie vivre dans un univers dont nous ne percevons qu'une infime fraction. Nous avons commencé par une découverte troublante. 96% de tout ce qui existe nous demeure invisible. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération poétique, c'est une mesure scientifique précise de notre cécité cosmique. Les étoiles que nous admirons, les galaxies que nous photographions, les nébuleuses qui nous émerveillent, tout cela ne représente qu'une goutte dans un océan d'obscurité. La matière noire enveloppe chaque galaxie dans un cocon gravitationnel invisible. L'énergie sombre remplit chaque centimètre cube d'espace, poussant le cosmos vers son expansion accélérée. Et nous, créatures d'envoi de lumière et de matière ordinaire, sommes aveugles à presque tout ce qui nous entoure. Cette cécité n'est pas accidentelle. Elle est inscrite dans la nature même de notre être. Nos yeux ont évolué pour détecter une bande étroite du spectre électromagnétique
celle qui traverse l'atmosphère terrestre et qui est réfléchie par les objets de notre environnement quotidien. Nos cerveaux ont évolué pour interpréter les informations de ces yeux, pour construire une représentation mentale du monde qui nous aide à survivre et à nous reproduire. Ces outils biologiques sont remarquablement efficaces pour naviguer dans l'environnement terrestre. Ils sont désespérément inadéquats pour percevoir la réalité cosmique. Nous avons construit des instruments pour étendre nos sens. Des télescopes qui captent la lumière trop faible pour nos yeux. Des radiotélescopes qui détectent des longueurs d'onde invisibles. Des détecteurs de rayons X et de rayons gamma qui révèlent l'univers violent que la lumière visible masque. Des interféromètres gravitationnels qui perçoivent les ondulations de l'espace-temps causées par les collisions de trous noirs. Ces instruments ont repoussé les frontières de notre perception bien au-delà de ce que nos ancêtres auraient pu imaginer. Et pourtant, malgré tous ces instruments, la matière noire nous échappe. Elle ne produit pas de lumière, n'absorbe pas de lumière, ne reflète pas de lumière. Elle n'interagit pas avec les forces électromagnétiques qui sont la base de toute notre technologie de détection optique. Nous ne pouvons la percevoir que par ses effets gravitationnels, comme un fantôme dont nous voyons l'ombre mais jamais le corps. L'énergie sombre est encore plus éthérée. Elle ne forme pas de structure. Elle ne se concentre pas. Elle est uniformément répandue dans tout l'espace, invisible et intangible, ne se manifestant que par l'accélération inexorable de l'expansion cosmique. Nous la mesurons par ses effets sur les distances entre les galaxies lointaines, comme si nous détections le vent non pas en le sentant directement, mais en observant le mouvement des feuilles à l'horizon. Ces deux substances mystérieuses, la matière noire et l'énergie sombre, constituent ensemble la quasi-totalité de l'univers. Et nous ignorons fondamentalement ce qu'elles sont. Nous avons des noms pour notre ignorance. Nous avons des équations qui décrivent leur comportement. Nous avons des théories spéculatives sur leur nature profonde. Mais ces théories restent non vérifiées, ces équations restent phénoménologiques, ces noms restent des étiquettes posées sur des mystères. Il y a quelque chose de profondément humiliant dans cette situation. Pendant des siècles, nous avons cru que la science progressait inexorablement vers une compréhension complète de l'univers. Chaque génération de chercheurs a repoussé les frontières de la connaissance un peu plus loin. Newton a expliqué les mouvements des planètes. Darwin a expliqué la diversité de la vie. Einstein a révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps. Watson et Crick ont déchiffré le code de l'hérédité. À chaque étape, l'inconnu semblait reculer devant l'avancée de la raison humaine. Et puis, nous avons découvert que l'univers est principalement composé de choses que nous ne comprenons pas du tout. Que notre connaissance apparemment vaste ne concerne qu'une petite fraction du cosmos. Que derrière le voile de la matière ordinaire se cache une réalité immense et obscure, qui se moque de nos prétentions à la compréhension. Cette découverte ne diminue pas les accomplissements de la science. Elle les met en perspective. Elle nous rappelle que chaque réponse ouvre de nouvelles questions, que chaque mystère résolu révèle des mystères plus profonds encore. La connaissance n'est pas un territoire que l'on conquiert une fois pour toutes. C'est un horizon qui recule à mesure qu'on avance. Mais cette humilité épistémologique n'est pas une invitation au désespoir. Elle est, au contraire, une source d'émerveillement renouvelée. Car si l'univers était simple et compréhensible, s'il livrait tous ses secrets à la première interrogation, il serait finalement ennuyeux. C'est précisément parce qu'il résiste à notre compréhension, parce qu'il nous surprend et nous déconcerte, que l'exploration scientifique conserve sa fascination. Les scientifiques qui cherchent à détecter la matière noire dans des laboratoires souterrains, ne sont pas découragés par des décennies d'échecs. Ils sont motivés par la possibilité qu'une découverte transformatrice se trouve juste au-delà de la prochaine mesure. Les cosmologistes qui étudient pour l'énergie sombre ne sont pas paralysés par l'immensité du mystère. Ils sont galvanisés par l'opportunité de participer à l'une des quêtes intellectuelles les plus profondes de l'histoire humaine. Cette persistance face à l'ignorance est l'une des plus nobles caractéristiques de l'esprit humain. Nous sommes des créatures qui refusent d'accepter les limites de notre compréhension. Nous posons des questions, même quand les réponses semblent inaccessibles. Nous construisons des instruments toujours plus sensibles, développons des théories toujours plus audacieuses, explorons des territoires toujours plus étranges. Cette quête inlassable définit ce que nous sommes.
Et puis, il y a la perspective temporelle. Nous avons contemplé le destin de l'univers sur des échelles de temps qui défient l'imagination. Des trillions d'années pendant lesquelles les dernières étoiles s'éteindront. Des durées exprimées en puissance de 10 si grandes qu'elles perdent tout sens, pendant lesquelles même les trous noirs s'évaporeront. L'univers se dirige vers une mort thermique ou peut-être vers une déchirure cataclysmique selon la nature exacte de l'énergie sombre. Dans les deux cas, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous aimons, tout ce que nous construisons sera éventuellement effacé. Cette perspective cosmique peut sembler écrasante. Elle peut sembler réduire tous nos efforts à la futilité. Si l'univers lui-même est condamné, pourquoi se soucier de quoi que ce soit ? Si toutes les civilisations finiront par disparaître, pourquoi construire des civilisations ? Mais cette réaction manque quelque chose d'essentiel. La valeur d'une chose ne dépend pas de sa durée. Un coucher de soleil n'est pas moins beau parce qu'il ne dure que quelques minutes. Une symphonie n'est pas moins émouvante parce qu'elle se termine. Une vie humaine n'est pas moins significative parce qu'elle est brève à l'échelle cosmique. Au contraire, c'est peut-être précisément la finitude qui confère de la valeur. C'est parce que nos moments sont limités qu'ils sont précieux. C'est parce que notre temps est compté que chaque instant devient une occasion unique, irremplaçable, infiniment significative. L'éternité serait peut-être monotone. La brièveté nous force à choisir, à privilégier, à investir notre attention et notre amour dans ce qui compte vraiment. Le philosophe Martin Heidegger parlait de l'être vers la mort comme de la condition fondamentale de l'existence authentique. C'est la conscience de notre mortalité qui nous éveille à la vie, qui nous sort de la torpeur quotidienne, qui nous confronte à la nécessité de créer du sens. De même, la conscience de la mortalité cosmique peut nous éveiller à l'importance de ce que nous faisons ici et maintenant, dans cette brève fenêtre de l'histoire de l'univers où les étoiles brillent encore et où la vie est possible. Nous avons également contemplé notre possible solitude cosmique. Le silence des étoiles, l'absence de signaux extraterrestres, le mystère de notre propre existence dans un univers qui semble vide de toute autre conscience. Ce silence peut être interprété de multiples façons. Peut-être que la vie est rare. Peut-être que l'intelligence est rare. Peut-être que les civilisations technologiques s'autodétruisent avant de pouvoir se manifester. Peut-être que nous cherchons mal, avec des instruments inadaptés et des attentes mal calibrées. Ou peut-être que nous sommes véritablement seuls. L'unique étincelle de conscience dans un océan infini de matière inconsciente. L'unique point de l'univers où quelque chose regarde les étoiles et se demande pourquoi. Cette possibilité est vertigineuse. Elle nous place dans une position d'une responsabilité cosmique sans précédent. Si nous sommes la seule conscience de l'univers, alors nous sommes les gardiens de quelque chose d'infiniment précieux. Notre survie n'est pas seulement importante pour nous, elle est importante pour l'univers lui-même. Car un univers sans conscience pour le contempler est-il vraiment différent d'un univers qui n'existe pas ? Si personne n'observe les galaxies existent-elles vraiment au sens plein du terme ? Ces questions touchent aux confins de la philosophie et de la physique, là où les distinctions entre les disciplines s'estompent. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observation joue un rôle fondamental dans la réalité. D'autres philosophes ont argumenté que la conscience est nécessaire pour que l'existence ait un sens, pour que le cosmos devienne plus qu'un arrangement aveugle de particules. Je ne prétends pas résoudre ces questions millénaires, mais elles confèrent à notre existence une gravité que notre insignifiance apparente semblait nier. Nous sommes peut-être petits, éphémères, perdus dans l'immensité, mais nous sommes aussi les yeux et les oreilles de l'univers. Nous sommes le cosmos prenant conscience de lui-même. À travers nos télescopes, l'univers s'observe. À travers nos équations, l'univers se comprend. À travers notre émerveillement, l'univers s'émerveille. Cette perspective ne résout pas le problème de notre fragilité. Nous restons vulnérables aux cataclysmes cosmiques que nous avons décrits. Un sursaut gamma, une supernova proche, un astéroïde errant pourrait anéantir notre civilisation sans préavis. Sur des échelles de temps plus longues, le vieillissement du Soleil rendra la Terre inhabitable. Sur des échelles encore plus longues,
L'énergie sombre nous isolera de presque tout l'univers observable. Mais la connaissance de ces dangers n'est pas paralysante, elle est mobilisatrice. C'est précisément parce que nous comprenons les menaces cosmiques que nous pouvons commencer à y répondre. Nous développons des programmes de détection d'astéroïdes. Nous réfléchissons à la colonisation d'autres planètes. Nous explorons les possibilités de voyages interstellaires. Ces efforts peuvent sembler dérisoires face à l'immensité des défis, mais ils représentent les premiers pas d'une espèce qui refuse d'accepter son extinction comme inévitable. L'humanité est une espèce qui a commencé dans les savanes africaines, vulnérable aux prédateurs et aux aléas climatiques, et qui a fini par construire des civilisations couvrant la planète entière. Nous avons envoyé des sondes vers les confins du système solaire. Nous avons posé des instruments sur des comètes et des astéroïdes. Nous avons fait atterrir des rovers sur Mars. Chaque génération repousse les limites de ce que nous pensions possible. Il n'y a aucune raison de croire que ce processus s'arrêtera. Les défis qui nous attendent sont immenses, mais ils ne sont pas nécessairement insurmontables. Les technologies que nous développons aujourd'hui auraient semblé magiques à nos ancêtres d'il y a 1000 ans. Les technologies que nos descendants développeront dans 1000 ans nous sembleraient peut-être tout aussi incompréhensibles. L'histoire de l'humanité est une histoire d'expansion constante de nos capacités, et cette expansion peut continuer indéfiniment. Peut-être que nos descendants coloniseront d'autres étoiles, peut-être qu'ils transformeront des galaxies entières en habitats pour la vie et l'intelligence. Peut-être qu'ils trouveront des moyens de manipuler la matière noire et l'énergie sombre, accédant à ces 96% de l'univers qui nous sont actuellement cachés. Peut-être qu'ils résoudront les mystères qui nous déconcertent aujourd'hui et en découvriront de nouveaux que nous ne pouvons même pas imaginer, ou peut-être pas. Peut-être que l'humanité s'éteindra sur cette petite planète, victime de ses propres folies ou d'un cataclysme imprévisible. Peut-être que nous sommes condamnés à rester une note de bas de page dans l'histoire cosmique, une brève expérience de conscience qui n'a mené nulle part. Nous ne pouvons pas savoir. L'avenir est aussi obscur que les 96% de l'univers que nous ne percevons pas. Nous pouvons seulement choisir ce que nous faisons maintenant, avec la connaissance que nous avons, dans le temps qui nous est donné. Et c'est peut-être là la leçon ultime de notre voyage à travers l'obscurité cosmique. L'univers ne nous doit rien. Il ne nous garantit aucune signification, aucune survie, aucune compréhension. Nous sommes de minuscules créatures sur une planète ordinaire, regardant vers une immensité que nous ne pouvons même pas voir en totalité. Mais cette condition n'est pas une condamnation, elle est une invitation. Une invitation à l'émerveillement, parce que chaque découverte nous révèle un univers plus étrange et plus magnifique que nous ne l'avions imaginé. Une invitation à l'humilité, parce que notre ignorance dépasse de loin notre connaissance. Une invitation à la persévérance, parce que les mystères qui nous résistent aujourd'hui pourraient céder aux efforts de demain. Une invitation à la connexion, parce que nous partageons tous cette condition de créature consciente face à l'infini. 96% de l'univers nous est caché, mais les 4% que nous voyons contiennent déjà assez de merveilles pour 1000 vies d'exploration. Des étoiles qui naissent et meurent dans des cataclysmes de lumière. Des galaxies qui dansent ensemble sur des centaines de millions d'années. Des planètes où peut-être, quelque part, d'autres consciences regardent vers le même ciel et se posent les mêmes questions. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Les atomes de notre corps ont été forgés dans des fournaises stellaires il y a des milliards d'années, dispersés par des explosions de supernovas, rassemblés par la gravité dans le nuage qui a formé notre système solaire. Nous sommes le cosmos, contemplant le cosmos, l'univers prenant conscience de lui-même, l'obscurité cherchant à se comprendre. Et cette quête, cette insistance à questionner malgré notre fragilité, cette obstination à chercher malgré notre cécité, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans toute l'existence. Non pas les réponses que nous trouvons, mais les questions que nous osons poser. Non pas la connaissance que nous accumulons, mais l'émerveillement qui nous pousse à l'accumuler. L'univers est immense, obscur, indifférent, et nous sommes là quand même, petits, éphémères, aveugles à presque tout ce qui existe, mais vivants, conscients, capables de lever les yeux vers les étoiles
et de nous demander ce qu'il y a au-delà. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout. Le silence du cosmos n'est pas une réponse, c'est une question. Et tant que nous continuerons à la poser, tant que nous refuserons d'accepter l'obscurité comme dernier mot, nous serons fidèles à ce qu'il y a de meilleur en nous. Les étoiles attendent, les mystères attendent. Et quelque part dans les 96% que nous ne voyons pas, peut-être que quelque chose d'inimaginable attend d'être découvert. Ferme les yeux maintenant, laisse le silence s'installer. Et pense à cette immensité invisible qui t'entoure, qui traverse ton corps, qui façonne les galaxies, qui pousse l'univers vers son destin inconnu. Tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas la toucher, mais elle est là. Elle a toujours été là. Elle sera là longtemps après que nous serons partis. Et demain, quand le soleil se lèvera, tu regarderas le monde avec des yeux nouveaux. Tu sauras que derrière chaque étoile, derrière chaque atome, se cache un océan de mystères que nous commençons à peine à explorer. Tu sauras que nous sommes des créatures d'une audace extraordinaire, osant questionner un univers qui ne nous a rien promis. Tu sauras que l'obscurité n'est pas une fin, c'est un commencement. Bonne nuit, et que les mystères du cosmos accompagnent tes rêves.